Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bock-Côté pense et parle plus vite que son ombre. Alors, la recomposition de la vie politique québécoise va en accélérer en ce moment. On le sait, le Parti québécois est premier dans les sondages aujourd'hui. Mais cela dit, Québec solidaire demeure, la CAQ, ne l'oublions pas, est en chute libre, pourra-t-elle renaître, mais un acteur demeure, conserve une base ferme, une base forte, sans pour autant être capable de dépasser un certain plafond de verre, c'est Québec solidaire. Et pour en parler, je reçois une figure qui a compté et qui compte encore dans l'histoire de Québec solidaire, un de ses chefs charismatiques, pourrait-on dire, Amir Kadir. Amir Kadir, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, Québec solidaire, dans la situation présente, vous voyez les sondages, vous avez une vraie base qui ne se décompose pas, vous avez un électorat vraiment fidèle, mais la prochaine étape, le passage du parti d'opposition structurelle à un parti potentiellement gouvernemental, Québec solidaire pour l'instant peine à la franchir. Comment l'expliquer? Évidemment, si j'avais une explication facile à ça, j'aurais peut-être aussi des solutions et en politique, ce genre d'analyse est toujours très difficile à faire. Une première chose qu'il faut rappeler, tous les partis qui nous ressemblent, c'est-à-dire des partis qui sont nés dans la foulée des remises en question qu'on a fait du modèle affairiste qui s'est imposé il y a à peu près 30 ans, à peu près partout dans les orientations des gouvernements, même à gauche. Quand je dis à gauche, je parle par exemple du Parti socialiste français ou des partis du Labour en Angleterre. Les partis-là et le Parti québécois s'en est aussi, les partis sociaux-démocrates, ont fait le pari que si on donnait les pleins pouvoirs au milieu financier et aux acteurs de l'économie, tout allait bien fonctionner et il y aurait une telle création de richesse que tout le monde allait en bénéficier. Le trickling effect, l'effet de ruissellement. Vous voyez seulement ce qu'on appelle donc l'économie néolibérale. Nos partis, des partis comme Québec solidaire et ses équivalents, que ce soit la France insoumise en France, Podemos en Espagne, il y a d'autres exemples à travers le monde, ont, de la difficulté aujourd'hui à dépasser ces 15 à 20% pour des raisons qui me semblent liées au fait que l'essentiel du pouvoir économique et aujourd'hui le pouvoir médiatique étant excessivement collé au pouvoir économique repose entre les mains de ceux qui profitent du système actuel, qui est très injuste, qui crée des inégalités incroyables, qui n'est pas capable de juguler ni la pollution atmosphérique, ni les effets de gaz à effet de serre, ni même les grandes guerres qui nous accablent. Ça, c'est la production, à mon avis, c'est le résultat direct de ce modèle économique. Mais ce modèle économique profite à des gens. Il faut en être conscient. Il y a une petite partie de gens qui dominent le pouvoir économique, qui profitent de cette situation, et ceux-là ont aussi énormément de contrôle sur les médias, qui fait que notre message se bute toujours à énormément de difficultés à percer et à pouvoir, disons, bénéficier des relais que d'autres partis de pouvoir ont. Donc ça, c'est une première difficulté. Par ailleurs, c'est sûr que les conséquences de l'incapacité de certains modèles à gauche, le modèle socialiste autoritaire, le modèle communiste traditionnel, staliniste, leur échec dans le passé nuisent à la possibilité pour nous de renouveler le discours, d'être, disons, cru pour ce qu'on veut faire. Et donc, ça, c'est toutes des difficultés qu'il faut surmonter avec le temps, avec patience. Il y a des... comment je pourrais dire, il y a des cycles et on est aujourd'hui dans un grand cycle où malheureusement des partis qui alimentent les ressentiments. Et là, Mathieu, je te prie de ne pas te sentir visé directement dans le discours que certaines droites nationalistes, je dirais, fermées sur l'Occident prônent, mais cette droite-là s'impose dans les pays européens, s'impose en Argentine, s'impose aux États-Unis avec Donald Trump. C'est sûr que maintenant, on est dans un cycle où cette droite-là est dominante, et puis ça va prendre du temps avant qu'on puisse renverser ça. Alors ça, c'est le portrait, l'interprétation internationale que vous proposez. Sur le plan québécois,
on voit pendant quelques années la question de la souveraineté était laissée de côté. Il y avait encore des souverainistes, mais il n'y avait pas vraiment d'horizon, il n'y avait pas d'agenda. Et là, c'est en train de revenir à l'horizon. La question de l'indépendance, vous êtes un indépendantiste, vous êtes de l'aile indépendantiste de Québec solidaire, je me permets de dire, parce que vous avez un électorat qui ne l'est pas nécessairement. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui limite votre croissance, le fait que vous avez une doctrine indépendantiste, un électorat qui ne l'est pas et un membership qui est assez divisé sur cette question? Mathieu, moi je pense que l'indépendance du Québec ne peut pas se faire uniquement avec les indépendantistes pur jus comme moi et toi. D'accord? Si un jour on doit conquérir le cœur de suffisamment de gens pour que par des voies démocratiques on puisse accéder à l'indépendance du Québec, il va falloir en convaincre d'autres. Donc, cette question de comment on convainc les autres, de comment on convainc les autres qui ne sont pas nécessairement des fédéralistes enragés ou persuadés que tout indépendantiste est mauvais par essence, c'est des séparatistes qui veulent désunir des gens qui s'aiment bien. Si on n'est pas dans cette, disons, frange de la population qui constitue peut-être 20-30% maximum, il y a donc tout un bassin de gens, de citoyens qui ont d'autres, je dirais, une autre angle pour aborder le réel, la politique, la vie en société, que de penser que la question de l'indépendance règle tout. Donc, ces gens-là, comment on les convainc? Il y a une approche qui a été toujours, disons, promue par certains qui pensent que la seule manière de les convaincre, ce n'est que de promettre, de reparler, de ne reparler que de l'indépendance, sans l'illustrer par ce que ça pourrait receler comme potentialité pour le peuple québécois. Québec solidaire, dès le début, on a dit à des gens qui n'étaient pas convaincus, écoutez, faisons un chemin ensemble. On veut construire une société, on veut rétablir un certain nombre d'injustices, on veut réorienter notre économie et notre organisation sociale pour que ça soit au service de l'ensemble. À travers ce chemin-là, on va vous montrer que le projet de société qu'on porte, si on a tous les outils, si on a un État pour le réaliser, peut nous permettre ensemble d'aller plus loin que ce qu'on est capable de faire dans le cadre fédéral et donc de rallier. Donc, c'est une stratégie d'accession à l'indépendance dans laquelle on ne mettait pas l'accent uniquement juste pour parler de l'indépendance du Québec et du drapeau, mais de parler du projet de société. Cependant, ceci dit, aucun parti n'a été aussi clair que Québec solidaire à date sur ce sujet. On a toujours répété, nous, dès qu'on arrive au pouvoir, on organise une assemblée constituante pour arriver à la souveraineté. Et pourtant, on nous accuse complètement. Ben, je ne lançais pas l'accusation, je disais qu'il y avait une tension entre votre discours et une partie de votre électorat. Alors, je pose la question un peu plus loin. Vous dites que l'indépendance permettrait de construire un certain modèle de société. Par ailleurs, tout pays indépendant, il y a des courants de gauche, de droite, de centre et tout ça, et surtout pour s'y rendre. Alors, moi, j'aime me rappeler qu'en 95, je vous cite souvent d'ailleurs, je vous donne un exemple. Dans le camp du oui, il y avait Amir Kadir et Éric Duhem. Il y avait Jean Garon et il y avait Françoise David. Est-ce que dans votre esprit, le camp du oui de 2027-2028, il y a de la place pour vous, mais il y a aussi de la place pour des gens qui occupent qui sont, on pourrait dire, aussi à droite que vous êtes à gauche, entre guillemets, pour le Éric Duhem de demain, ou peut-être même pour le Éric Duhem s'il se convertissait à la cause de l'indépendance. Est-ce que vous êtes prêt à refaire le pari de 95, donc faire l'indépendance et faire une coalition avec des gens qui pensent comme vous, absolument en rien, sauf sur l'indépendance? Dans les grands, disons, périodes, les grands, disons, moments historiques où il y a une dynamique qui s'installe pour accéder à l'indépendance. On l'a souvent vu dans les expériences anticoloniales, décoloniales des années 50 et 60 et même jusqu'à tout récemment, je veux dire l'Afrique du Sud. Bien sûr, il y avait une initiative et l'hégémonie politique était entre les mains de l'ANC, l'African National Congress de Nelson Mandela, qui était plutôt à gauche, mais il y avait aussi d'autres courants qui, bon, vraisemblablement, étaient sur le plan politique et économique à droite. Donc oui, ça c'est toujours possible. Et puis à l'époque de la mobilisation pour le référendum de 95, les partenaires de la souveraineté, c'était des syndicats, des milieux socio-économiques à gauche qui ont embarqué à plein régime et à mon avis ont eu un rôle très très important dans l'élan qui nous a presque mené à la victoire. Donc c'est possible, oui, il y a de la place. Sauf qu'on n'est pas dans ce moment-là. On n'est pas dans ce moment-là. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que les fédéralistes ont énormément d'outils à leur disposition, notamment toute l'élite économique et financière, non seulement du Canada, mais je dirais, sur le plan international. Nous, les Québécois, pour notre indépendance, on n'a que la force du nombre. Or, le grand nombre
sont pas à la tête des grandes sociétés, je dirais, privées, d'intérêt privé. Le grand nombre, c'est les gens qui ont intérêt à plus de justice économique, qui ont intérêt à des politiques sociales et économiques qui favorisent le grand nombre. Et à mon avis, une stratégie gagnante pour l'indépendance doit passer par des propositions fortes et être portée par un courant qui est un courant, disons, démocratique, plutôt progressiste et en faveur de l'égalité économique. Mais il nous reste 1 minute, et si par des circonstances, parce qu'en 95, il y avait un peu de ça, il y avait Lucien Bouchard, Mario Dumont, il y avait le Bloc québécois qui était plus conservateur à l'époque qu'il ne l'est devenu aujourd'hui, si le mouvement était plus conservateur, plus libéral, mais clairement indépendantiste et démocratique, vous en seriez néanmoins? Ça dépend des termes du jeu. Ça dépend des termes du jeu. Pour l'accession à l'indépendance, oui, parce que, oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une place démocratique pour que tout le monde puisse y avoir une voix. Et là, je vous rappelle que ce n'est pas tant par la vertu, je dirais, de l'approche de Mario Dumont, quoi qu'il y avait de ça là-dedans aussi, mais par la vertu de l'approche d'un Jacques Parizeau, qui est un social-démocrate, excessivement démocrate, qui a offert un plateau à la fois à un Mario Dumont, à la fois à un Lucien Bouchard, dans l'intérêt de l'avancement de la cause nationale. Je ne suis pas sûr que lorsque la droite a l'hégémonie, a le contrôle de l'agenda, leur approche est aussi généreuse. Je ne suis pas sûr, mais si ça l'est, pourquoi pas? Sur cette marque de scepticisme, Amir Kadir, merci infiniment pour votre passage à Cube. On se retrouve à la joute. Merci.